présents pour cette ultime table ronde, après cette journée très riche. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde destinée à vous donner des informations sur la santé des femmes et notamment les derniers chiffres, des données factuelles, de façon à réfléchir sur les causes de ces disparités. Alors, pour cette table ronde, j'ai l'honneur d'accueillir le professeur Martine Gillard, qui est professeur de cardiologie à l'Université de Bretagne occidentale, qui est présidente du Conseil national professionnel de cardiologie et présidente aussi du groupe de cardiologie interventionnelle et membre du conseil d'administration de la Fondation Cœur et Recherche, très active dans ce domaine. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bonsoir à toutes. On peut l'applaudir. Alors, j'accueille aussi le professeur Yves Lévy, qui est professeur émérite, professeur agrégé de pharmacie, professeur en santé publique et en santé environnementale, et qui est membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Académie des technologies. Il est en outre le vice-président de la fondation de l'Académie de médecine. Bonsoir et merci. Bonsoir. Alors d'abord, quelques éléments de contexte. Au sein de International Women's Forum, lors des assises de la parité, nous œuvrons pour une société qui donne une égalité de chances aux femmes et aux hommes, pour une société plus mixte et plus juste. Et lors de cette troisième édition des assises de International Women's Forum France, nous avons placé cette réunion aujourd'hui sous le signe de la transformation. Et c'est bien ce dont on va parler aujourd'hui avec la médecine pour ce qui concerne les femmes. En fait, pour ce qui concerne la santé des femmes, on va l'envisager sous l'angle du changement sociétal. Et les chiffres qui vont vous être donnés vont montrer qu'il y a eu un grand changement de style de vie ces 20-30 dernières années et de lutte contre des stéréotypes de genre. Et la santé des femmes n'échappe pas aux biais de genre. Donc, nous allons vous donner des chiffres, des informations récentes, partager nos expériences et puis surtout réfléchir ensemble à des propositions pour pouvoir apporter des réponses concrètes pour accélérer le changement et une prise en charge juste et paritaire de la santé de la femme dans la société en général, mais dans les entreprises en particulier. Alors, pourquoi on parle de la santé des femmes ? Parce que d'abord, la définition, qu'est-ce que c'est que la bonne santé ? C'est le fruit de nombreux facteurs, la conséquence de nombreux facteurs qui influencent cette bonne santé ou pas, qui sont génétiques, qui sont hormonaux, environnementaux, des facteurs d'exposition, notamment en milieu professionnel, et plus largement de style de vie. Et ces facteurs de risque diffèrent selon que l'on est une femme ou un homme, avec leurs conséquences plus ou moins graves selon la physiologie du corps de chacun d'entre nous. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ces facteurs de risque surajoutés liés aux stéréotypes de genre, tant dans la perception de la prise en compte des symptômes par les patientes elles-mêmes, ou la prise en compte de ces symptômes par le corps médical lui-même, avec une pression sociétale genrée, amènent des chiffres qui vont peut-être vous surprendre. Je vais vous donner quelques exemples marquants. Ça commence dès la petite enfance. Et si on prend le cas de l'autisme, eh bien on sait que les filles sont sous-diagnostiquées. Pourquoi ? Parce que le retard du langage, une attitude plus calme, ne fait pas poser de questions pour une fillette. On va dire elle est rêveuse, elle est sage. Alors qu'un garçon qui n'est pas actif ou qui n'est pas bagarreur pour les parents, il va y avoir une alerte. Et donc aujourd'hui, on a un retard significatif de diagnostic de l'autisme infantile pour les fillettes à cause de ces biais de perception. Évidemment, ce retard de diagnostic entraîne des conséquences sur le pronostic de la maladie. Pour les cancers du foie et du poumon, ce sont aussi des chiffres alarmants parce qu'on a une augmentation de la proportion de cancers du foie et du poumon chez les femmes, alors que cette incidence a tendance à être stable ou à diminuer chez les hommes. Et on verra plus tard que les facteurs responsables de ces chiffres et de cette augmentation importante. Et si on prend globalement la prévalence de tous les types de cancers, il y a une étude récente de l'OCDE qui note une diminution d'à peu près 1,4% du cancer chez l'homme, tout cancer confondu,
Et alors que dans le même temps, on a une augmentation de 0,70% par an du cancer chez les femmes. On peut aussi citer des pathologies qui vont probablement être évoquées tout à l'heure, comme les pathologies du poumon, les pathologies obstructives, comme la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, avec une augmentation constante. Pourquoi ? Eh bien là, c'est sur le site, sur le lieu de travail, alors que les femmes sont exposées aux détergents, elles ont des professions de nettoyage, elles sont exposées à des contaminants chimiques, alors que ces pathologies obstructives diminuent chez les hommes. D'autres chiffres neurologiques sur les pathologies neurologiques et psychiatriques. On sait que la dépression touche 6% des hommes, alors qu'elle est de 13% chez les femmes. Et on a entendu aujourd'hui les conséquences du télétravail. Et en fait, c'est ce télétravail qui est pointé du doigt, car la réduction du temps privé, comme l'a montré l'étude de Cantor qui a été demandée par les assises, on a montré que cette réduction du temps privé est un facteur de dépression, un facteur de pathologie psychologique chez les femmes. Et en dernier, citer l'ostéoporose qui touche 2 à 3 fois plus les femmes que les hommes. Donc c'est une longue énumération, mais si on prend tous ces exemples, on s'aperçoit que ces augmentations d'incidence de ces différents types de pathologies relèvent de plusieurs mécanismes. Alors, il y a la plus grande sensibilité aux toxiques chez les femmes, parce qu'elle est d'un poids inférieur, mais aussi d'une moindre résistance à une même dose d'alcool ou une même quantité de tabac. Les jeunes filles aujourd'hui consomment du tabac et alcool beaucoup plus tôt et on observe des conséquences en pathologie pulmonaire et pas uniquement le cancer du foie, mais aussi des cirrhoses chez les jeunes femmes. Et aussi incidence, intoxication qui aura aussi des conséquences sur le cancer du sein et le cancer colorectal. Alors donc, après ce panorama très large sur les différents types de maladies et de spécialités médicales, je vais donner la parole au professeur Martine Gillard pour qu'elle nous explique quels sont les chiffres en pathologie cardiaque et quelles sont les différences physiologiques et les biais de diagnostic à l'origine de ces chiffres sur la cardiologie en France. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très très heureuse d'être parmi vous et je vais essayer de vous faire partager les problèmes et les inégalités, parce qu'il y a des inégalités entre l'homme et la femme dans les maladies cardiovasculaires. Donc, juste cette diapositive, alors vous voyez les ronds blancs, ce sont ce qui se passait en 2000, et en 2019, c'est les ronds foncés. Eh bien, vous voyez que la première ligne, celle du haut, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, dans le monde, dans les pays industrialisés, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité et cela continue à augmenter par rapport aux autres éléments. Quand on regarde maintenant qu'est-ce que c'est que ces maladies cardiovasculaires, eh bien vous voyez en rouge, chez l'homme et chez la femme, c'est à peu près les mêmes proportions. C'est d'abord les coronaires, c'est-à-dire d'abord l'infarctus, qui va avoir une incidence sur la mortalité. Donc, on voit qu'il y a eu énormément de progrès pour le traitement de l'infarctus, comme vous le voyez. Ça, c'est des barres, et on voit de 1995 à 2015, et vous voyez que ça diminue, c'est-à-dire que la mortalité, quelle que soit la façon dont on traitera le patient qui fait un infarctus et qui arrive à l'hôpital, on voit qu'on a fait des progrès énormes. Et ça va avoir un retentissement sur ces éléments-là. C'est-à-dire que dans les pays industrialisés, en Europe, aux États-Unis, la première cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires. En France, grâce au progrès que je vous ai montré, c'est devenu la deuxième cause de mortalité. Cependant, si on regarde pour les femmes, eh bien, elles n'ont pas eu le bénéfice de telles améliorations. Et chez la femme, la maladie cardiovasculaire, l'infarctus, constitue la première cause de mortalité, 5 fois plus de risque de faire un infarctus qu'un cancer du sein. Donc, c'est vraiment la première cause de mortalité chez la femme. Donc, quand on regarde ça, ces barres, alors tout ce qui est en dessous, ça signe que ça diminue. Ce qui est au-dessus, c'est que ça augmente. Eh bien, vous voyez
que les barres rouges, c'est la femme, et on voit que maintenant, chez la femme jeune, c'est-à-dire pour un cardiologue, la femme jeune, c'est avant la ménopause, eh bien on voit que le taux d'infarctus augmente durant ces dernières années. Et donc, quand une femme a moins de 50 ans, elle peut tout à fait faire un infarctus. La proportion sera quand même supérieure chez l'homme, ça veut dire 70% ou 75% d'hommes et 25% de femmes, mais le nombre de femmes jeunes qui font des infarctus augmente. Et ça, c'est toujours pareil, peu le savent. Quand on regarde maintenant ce qui se passe, vous avez un homme et vous avez une femme qui fait un infarctus à peu près avec les mêmes éléments entourant ils ont les mêmes facteurs de risque, ils ont le même âge. Eh bien, on voit que quand un homme et une femme font un infarctus, la femme meurt plus que l'homme. Et ceci, quel que soit l'âge, donc on a une surmortalité de la femme lorsque cette femme fait un infarctus. Donc, comment on peut expliquer tout ça? Eh bien, en fait, cette inégalité, elle existe dans tous les domaines en cardiologie, mais je pense aussi dans les autres spécialités médicales. On a des différences dans la prévention, dans le traitement et dans la recherche. Alors, la prévention, rapidement, il faut savoir que la femme, on vient de vous le dire, elle a ce qu'on appelle une masculinisation des facteurs de risque. C'est-à-dire que la femme de maintenant, de nos jours, fume plus, est exposée plus au tabac, à l'hypertension, à la surcharge pondérale, à l'obésité, qu'elle ne l'était avant. Et quand elle est atteinte par ces facteurs de risque, eh bien, ces facteurs de risque vont avoir plus d'action sur la maladie. C'est-à-dire que quand vous avez un diabète, quand une femme et un homme ont un diabète, eh bien, le diabète aura plus de conséquences chez la femme que chez l'homme pour le même taux de diabète. Quand vous avez une hypertension artérielle, c'est la même chose. Même chiffre d'hypertension, homme-femme, eh bien, la femme va être plus sensible et va avoir plus d'événements. Donc, c'est valable dans beaucoup de facteurs de risque. Donc, on a une augmentation des facteurs de risque qui était avant l'apanage des hommes, mais non, malheureusement, ça devient l'apanage de la femme, et ces facteurs de risque ont plus d'incidence chez la femme. Maintenant, quand on regarde la femme, elle a aussi des facteurs de risque qui lui sont propres. Quand vous avez, par exemple, une femme qui a des règles précoces, elle aura plus de risque de faire une maladie cardiovasculaire. Quand vous avez une ménopause précoce, avant 45 ans, vous avez aussi plus de risque de faire des maladies cardiovasculaires. Quand vous avez de l'hypertension pendant la grossesse, vous aurez plus de risque de faire de l'hypertension et d'avoir une maladie coronaire. Donc on voit que la femme a aussi des facteurs de risque qui lui sont propres. Et alors le traitement, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on estime, par exemple dans le cadre de l'infarctus, on estime qu'une femme, bien sûr, ne peut pas faire un infarctus, surtout quand elle a moins de 55 ans. Et du coup, il va y avoir un retard par la femme qui va pas appeler, qui va se dire oh, non, c'est sûrement pas ça, moi, je suis une femme, ça peut pas être ça. Donc retard de l'appel de la femme par rapport à l'homme. On a un retard de la prise en charge des médecins qui disent non, ça c'est pas possible, ça doit être autre chose, vous êtes fatigué, reposez-vous. Et ensuite, après, quand l'infarctus a eu lieu, après, vous savez qu'il est important d'avoir de la rééducation. Eh bien, la femme n'ira pas en rééducation. Pourquoi ? Parce que la femme, elle a les enfants à s'occuper, elle a son deuxième métier. Et donc, on sait pourtant que si on n'a pas de rééducation, on aura plus d'événements après un infarctus. Donc, on sent bien une inégalité flagrante dans la prise en charge de ces maladies. Et maintenant, dans la recherche clinique, alors ça, c'est aussi c'est terrible. C'est-à-dire que dans les années 60, quand on faisait de la recherche clinique, on mettait hommes et femmes. Et puis, il y a eu un problème avec une femme qui était enceinte, et il y a eu un problème sur le fœtus. Depuis lors, il y a très peu de femmes qui sont incluses dans les essais cliniques. Pourquoi ? Donc, quand la femme est ménopausée, elle sera inclue. Quand la femme est jeune, elle ne sera pas inclue parce qu'il faut lui faire un test de grossesse pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Donc, imaginez la difficulté déjà d'expliquer à quelqu'un qui va rentrer dans une étude, si en plus vous allez lui vérifier si elle est enceinte ou pas, je peux vous dire que... Et donc, nombre d'équipes n'incluent pas les femmes. Ce qui fait que dans la majorité des données dont on dispose, dont la science dispose actuellement, ce sont des données d'ordre masculine.
aussi bien sur le traitement, sur la quantité de médicaments qu'on va donner aux personnes. Donc, on va avoir un énorme biais. Et donc, voilà, les inégalités, en tout cas dans la maladie cardiovasculaire, sont assez importantes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de lutter contre ça. Et donc, si on en revient à nos assises, eh bien, je pense que d'abord, il faut que l'on éduque, c'est-à-dire que nous-mêmes, il faut qu'on éduque les professionnels de santé. Il faut qu'on dise à un professionnel de santé, une femme de moins de 55 ans peut faire un infarctus. Mais surtout, il faut aussi faire de l'information. Vous vous rendez compte que, comme je vous ai dit, la maladie cardiovasculaire, c'est la deuxième cause de mortalité en France, la première cause chez la femme. Ce n'est pas le cancer. L'État, il y a des plans cancer, il n'y a pas de plan cœur. On ne donne pas de l'argent pour chercher, parce qu'on pense que tout est connu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a d'abord une information à faire auprès des ministères, auprès de nos autorités de tutelle, pour leur expliquer que c'est important et qu'il faut que l'on lutte. Ensuite, une information sur les femmes, aux femmes. Il y a des bruits qui courent, comme quoi, lorsqu'on fait un infarctus, on n'a pas les mêmes symptômes que l'homme. Ça, je ne vois pas d'où ça sort. 92% des femmes qui font un infarctus, je peux vous assurer qu'elles ont mal dans la poitrine. Mais comme maintenant, il y a ces idées qui sortent, eh bien, quand une femme a mal dans la poitrine, elle se dit « Oh non, non, j'ai bien entendu à la télé, non, c'est pas un infarctus, c'est autre chose ». Il y a le problème aussi de la famille, c'est-à-dire que quand vous avez un homme qui se plaint, qu'il est marié, la femme, tout de suite, elle prend son téléphone et elle appelle le SAMU. Quand la femme a quelque chose, le mari dit « Oh, écoute, va te reposer, il n'y a pas de problème, tu es fatigué, tu as eu ta double journée, ne t'en fais pas ». Donc il y a aussi une inégalité. Donc il faut que les femmes soient informées. Il faut que nos réseaux médicaux soient informés. Et donc il faudrait essayer de développer tout ça. Alors il faut faire de la recherche. Et donc on a des fondations. La Société française a une fondation Cœur et Recherche qui est dédiée à ces éléments-là, où on peut faire et donc je pense que c'est important qu'on arrête de dire que l'infarctus ou que la maladie cardiovasculaire, c'est une affaire d'hommes. La maladie cardiovasculaire, c'est une affaire d'hommes et de femmes, et que la femme est d'autant plus touchée, et encore plus touchée actuellement, que ne l'est l'homme. Voilà, c'était en gros l'état des lieux que je voulais vous... Merci. Effectivement, on voit bien que les actions sont à différents niveaux, mais moi, j'ai un chiffre qui m'a troublée, c'est que pour un homme, quand on appelle le SAMU tout de suite, comme vous voulez dire, et pour une femme, on l'appellera 15 minutes plus tard, et ça a été démontré. Alors, qu'est-ce qu'on a comme piste pour pouvoir éduquer les jeunes, les femmes elles-mêmes, le public, enfin tout le monde, et les médecins au final, puisqu'il y a des stéréotypes à tous les niveaux. Exactement. Je pense qu'il faudrait faire des campagnes d'information, c'est-à-dire comme on fait une campagne d'information sur le cancer du sein, et c'est très très bien. Mais il faut faire la même chose sur l'infarctus pour la femme. Il faut dire la femme, elle a des particularités qui lui sont propres, et heureusement, on est quand même différents, mais elle est excessivement sensible aux maladies cardiovasculaires. Et je pense qu'il faut que l'information passe, aussi bien au niveau des industries, au niveau du travail. Il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait des petites vidéos, il faut qu'il y ait des affiches pour qu'on explique qu'une femme peut faire exactement comme un homme ce genre de complications, et ça sera d'autant plus sévère qu'elle est une femme. Alors, vous nous avez parlé d'infarctus, mais dans les maladies cardiovasculaires, il y a aussi les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Qu'en est-il pour les femmes? Alors, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que l'infarctus tue un tout petit peu plus que l'AVC, mais c'est quand même deux pathologies qui sont vraiment très, très, très importantes. Et de la même façon, si une femme a les signes de l'AVC, mais on a fait des campagnes d'AVC, et je pense que maintenant, si on voit qu'on a un petit peu de trouble de la parole, si on a une fatigue, si on a une asymétrie, on doit tout de suite penser à l'AVC. Mais c'est de la même façon que pour l'infarctus. Ce sont des signes qui doivent être connus de la femme, mais qui doivent être aussi connus de l'entourage, qui doivent être connus des autres personnes de l'entreprise, pour qu'on puisse détecter rapidement, parce que aussi bien pour l'AVC que pour l'infarctus, le temps, c'est du muscle ou c'est du cerveau, c'est-à-dire on compte à la minute, c'est-à-dire plus
on reste avec une artère coronaire bouchée, plus on reste avec une artère cérébrale bouchée, plus on aura des séquelles. Donc il faut intervenir le plus rapidement possible. Et donc c'est le rôle de l'ensemble de la population de prendre en charge, de dire « Ah tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose se passe », et de prévenir et de faire de l'information. Donc, en fait, si on comprend bien, il n'y a pas que des causes médicales à ce chiffre de première cause de mortalité par maladie cardiaque en France. Il y a des causes qui sont des causes de modification de style de vie, puisque les femmes ont un comportement avec des professions à responsabilité et des consommations, tabac, alcool et prise de risque. Et puis, les stéréotypes de genre. Donc, il y a du travail. Exactement. C'est pour ça que c'est vraiment très, très bien qu'il y ait ces assises pour qu'on puisse s'exprimer et alerter. Très bien. Et l'entreprise peut être le lieu de formation, puisque dans certaines entreprises, il y a des bilans spécifiques pour les femmes qui sont faits dans certains groupes industriels, et de façon à justement éduquer les femmes sur ces nouveaux risques, puisqu'il faut un temps de latence avant que cette sensibilisation prenne racine, si on peut dire. Donc ça me laisse la transition pour l'entreprise et pour laisser la parole au professeur Lévy, qui va nous parler du risque en général à l'exposome. Vous allez nous expliquer ce que c'est que l'exposome dans la vie de tous les jours et en particulier dans l'entreprise. Merci beaucoup. Oui, merci Dr Verschoor de me donner l'occasion que vous veniez m'accompagner un peu dans ce problème de l'exposition. Est-ce que je peux avoir la diapo, s'il vous plaît ? Merci. Alors, l'idée, c'est que, elle est déjà annoncée dans le titre, il faut réduire les expositions pour réduire les risques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? D'abord, on est dans un contexte général qui est un contexte qui s'appelle une seule santé, c'est-à-dire santé de l'environnement, santé animale, santé humaine. Tout ça est intimement lié. Et deuxièmement, le grand sujet qui s'appelle l'exposome, qui est en plein développement actuellement au niveau international, qui est d'être capable de mesurer toutes nos expositions pour pouvoir prédire nos risques sanitaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces expositions ? Nous avons des dangers autour de nous, ici, partout dans notre journée, des dangers chimiques, des dangers biologiques, des dangers physiques, comme la température, par exemple, on le voit bien en ce moment, et puis les conditions psychosociales. C'est tout cet ensemble-là qui va conditionner notre santé. Et en fait, il faut qu'on soit capable d'agir sur tout l'ensemble. Et au milieu, j'ai représenté ici les facteurs d'exposition à ces dangers. Ça va être les contacts cutanés, ça va être l'inhalation ou ça va être l'ingestion. Tout ça va conduire à une chaîne absolument logique qui est présence du danger. Que respirons-nous aujourd'hui ici dans cette salle ? Tous les jours, multi-exposition dans toute notre vie, qui conduit donc à des effets, et ces effets vont, dans certains cas, induire une maladie. Alors, quand la maladie apparaît immédiatement, c'est facile. Quand on respire un certain nombre de choses ou qu'on touche des choses dangereuses et que le cancer apparaît 40 ans après, évidemment, on ne fait jamais le lien entre les deux. Et c'est là qu'arrive toute la complexité des choses. Et cette exposition, elle est dans ce qu'on appelle notre budget espace-temps, c'est-à-dire toute notre vie de tous les jours. Ce que nous avons comme exposition au domicile, ce qu'il y a comme exposition pendant nos transports, le temps au travail qui représente une durée très importante, et puis ensuite relais transport pour rentrer chez soi, et les loisirs, et tout ça nous couvre d'exposition à ces agents chimiques, biologiques et physiques toute la journée. Alors, dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre des métiers, il y a des sensibilités particulières, mais il y a aussi des métiers particuliers. Il y a des métiers à risque. Et des métiers à risque, certains sont plutôt plus féminins. Et là, j'ai représenté, par exemple, quelques métiers. Je parlais de l'entretien des locaux, mais il y a aussi les esthéticiennes, les salons de coiffure. Donc, il y a un certain nombre de métiers avec des niveaux d'exposition beaucoup plus élevés pour les femmes. Ça crée une particularité. Parce que tout ce que j'ai évoqué avant, ça concerne les hommes et les femmes. Là, j'essaye d'illustrer un certain nombre de spécificités pour les femmes. Ensuite, le problème des perturbateurs endocriniens. Ce sont des molécules qui interagissent avec les hormones. Ça agit aussi bien sur les hommes que sur les femmes, chacun avec ses spécificités. La particularité de la grossesse, typiquement féminine, alors là, on est dans un monde absolument critique dans lequel la femme devrait être particulièrement protégée, surtout dans les premiers mois de la grossesse.
la phase de la ménopause, une précarité souvent plus marquée chez les femmes, ce qui fait qu'on a un cumul en fait entre les risques d'exposition au domicile plus les risques d'exposition dans, par exemple, des habitats insalubres, dont on sait qu'en général, on y trouve des grands problèmes. Et puis, la complémentarité entre la vie professionnelle et la vie familiale qui complique encore tout ça. Donc, il y a bien quand même une spécificité significative de la femme par rapport à ces risques d'exposition au travail. Alors, on a des études nationales qui commencent à de plus en plus montrer ces différents éléments. Bon, j'en mets quelques illustrations. Grossesse et exposition aux nanoparticules, qu'on trouve de manière assez importante dans un certain nombre d'industries. Plus faible poids de l'enfant à la naissance. Travail de nuit et cancer du sein. Plusieurs études dans le monde ont confirmé que les femmes qui avaient une fréquence très importante de présence de travail la nuit avaient un taux de cancer du sein augmenté. La raison, on ne la connaît pas encore, mais c'est une corrélation significative démontrée dans plusieurs études. L'imprégnation par des produits chimiques, donc des études commencent à être faites sur les populations en France, et chez les femmes, on voit par exemple ici sur cette représentation qu'une étude qui a été menée sur les femmes de 2014 à 2016 et chez les hommes montre, j'ai mis à gauche, un certain nombre de produits chimiques dont on a montré que les femmes étaient plus imprégnées que les hommes. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup plus de molécules à gauche qu'à droite. Donc on a bien une imprégnation supplémentaire des femmes par rapport à un certain nombre de produits chimiques. Les causes, on ne les connaît pas encore, elles sont multiples. Mais par contre, ce constat appelle à se préoccuper de ce problème. Ici, vous voyez une étude qui a été faite en Bretagne sur les expositions aux solvants. Les solvants utilisés beaucoup de choses dans les peintures, dans beaucoup d'éléments de notre vie de tous les jours, dans des produits de nettoyage ou autres, et chez des femmes en cours de grossesse. Et je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez ce que j'ai entouré en rouge montre qu'on a un risque absolument significatif d'impact sur les enfants à cause de cette exposition aux solvants. Et quelques-uns des métiers sont présentés en dessous, comme les métiers de la santé, le métier des laboratoires, où on manipule beaucoup de produits chimiques, l'esthétique, la coiffure, le nettoyage des locaux. Et la souffrance au travail et les problèmes psychiques. Donc là encore, des études récentes confirment que depuis ces dernières années, vous voyez la courbe rouge qui montre une augmentation beaucoup plus importante chez la femme que chez l'homme, liée à un certain nombre de phénomènes. D'abord le stress au travail, mais aussi on a parlé du télétravail tout à l'heure. Donc on a là aussi un phénomène qui s'est fortement accentué, sur lequel il faut attacher une attention particulière. Donc en fait, cette exposition à un certain nombre de dangers multiples autour de nous, il y a une réglementation, des réglementations qui existent. Le problème, c'est que ces réglementations, d'une part, il faut qu'elles soient appliquées. Il faut ensuite qu'elles soient appliquées avec une attention particulière aux conditions entre l'homme et la femme. Et ça veut dire qu'il faut que les femmes soient plus présentes dans ce qu'on appelait autrefois les comités d'hygiène et de sécurité au travail. Il faut une vraie présence significative des femmes pour faire appel non pas à une revendication spécifique du problème des femmes, mais à la mise en évidence de cette spécificité dans l'ensemble de la gestion des expositions dans l'entreprise. Et en particulier, je pense à un problème récurrent qui est celui des équipements de protection qui sont souvent mal adaptés, parfois adaptés plutôt pour des hommes que pour des femmes. Donc il y a toute une série d'éléments qu'il faut impérativement pouvoir développer. Alors les choses bougent, hein. Vous pouvez regarder sur Internet, un certain nombre d'institutions internationales commencent à bouger sérieusement. Les relations entre la grossesse et le changement climatique, que je vous ai présenté à gauche, sinon des rapports, celui de la Haute Autorité de Santé, qui préconise que les essais aujourd'hui cliniques dont on parlait tout à l'heure prennent mieux en compte la spécificité des femmes. Donc depuis quelques années, c'est récent quand même, et il faut que les choses s'amplifient, on se préoccupe de ce problème particulier. Alors, avant de conclure, ces enjeux, ils sont importants et il y en a de nombreux à prendre en compte. J'en ai mis quelques-uns ici. D'abord, une certaine invisibilité des atteintes à la santé chez les femmes dans leur activité professionnelle. Il faut mieux l'observer, mieux la caractériser, la mettre en évidence. Des expositions sont parfois plus faibles, mais on donne parfois à des femmes des travaux plus répétitifs, plus ennuyeux, avec un caractère plutôt intermittent, multiforme, ce qui fait qu'on a une exposition qui est mélangée entre celle du travail, du domicile, et on n'arrive pas bien à faire la part, et donc ça arrange un peu tout le monde. Une inadéquation des tableaux des maladies professionnelles par rapport au travail réel des femmes, une ségrégation sexuée au travail,
Des interruptions d'emploi, alors pas uniquement la grossesse, mais aussi à cause de différents autres problèmes, notamment des problèmes familiaux, qui donnent des plus grandes difficultés de retour au travail. Des postes moins automatisés aussi. Des expositions professionnelles, on en a parlé, relativement néfastes, avec des emplois précaires, et un taux d'emploi pendant la grossesse qui est quand même très important. Et là, il y a un problème vraiment significatif, c'est qu'un certain nombre de femmes n'osent pas déclarer leur grossesse, parce qu'elles savent qu'elles risquent d'avoir des soucis d'emploi. Et donc, elles vont conserver le secret le plus longtemps possible, et en particulier pendant les premiers mois, puisque ça ne se voit pas. Et c'est en particulier pendant les premiers mois que les expositions aux produits chimiques ou au rayonnement sont les plus dangereux pour l'embryon. Donc là, on a une opposition, une ambiguïté terrible. C'est-à-dire que la femme a peur de perdre son emploi, elle ne va rien dire, et la grossesse va être à risque supérieur à cause de ces expositions. Donc, je ne fais pas des conclusions parce que nous sommes en train d'ouvrir le problème. Alors, pas que nous, hein, dans le monde entier, les choses bougent. Enfin, malheureusement, pas dans tous les pays, mais disons que dans les pays en développement, les choses commencent à bouger. Et donc, on est plutôt dans des perspectives à construire ensemble, et notamment une obligation de réaliser une évaluation genrée des conditions de travail et des risques professionnels, sans que ça soit quelque chose qui constitue quelque chose d'exceptionnel. Ça doit devenir normal, récurrent et efficace. De développer la recherche biomédicale et en sciences sociales sur ce thème. Cet enjeu majeur de l'exposome qui concerne tout le monde, hein, hommes, femmes, adultes, enfants, tout le monde, a une particularité qui a besoin d'être développée parce que c'est vraiment un enjeu majeur pour l'avenir d'être capable de faire ces prédictions, parce qu'on pourra à ce moment-là mieux orienter la prévention sanitaire, adapter les réglementations, les matériels de protection pour une meilleure protection, protéger les femmes au travail pendant la grossesse. Alors là, je n'ai pas la solution actuellement. Si on oblige la femme à déclarer sa grossesse, ça peut poser un problème. Aujourd'hui, elle n'est pas obligée de le faire. Donc, comment faire pour la protéger? En tout état de cause, il faut que dans chaque entreprise, les femmes soient mises au courant des risques d'exposition, multi-exposition, pendant leur grossesse, de manière à ce qu'elles sachent le risque encouru et qu'elles puissent se protéger. Et puis augmenter la présence des femmes dans ce qu'on appelle aujourd'hui le comité social et économique, l'ancien CHSCT qui a été intégré, de manière à mieux défendre cette position. Et bien entendu, il reste ce gros problème de la double peine, de la précarité sociale et de la santé chez les femmes. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est mieux connaître le problème, c'est la recherche, c'est les études qui sont menées, les prendre en compte dans la réglementation, informer toutes les femmes de ces risques spécifiques dont on vient de parler au niveau cardiaque, mais pour l'ensemble des autres risques aussi, et puis que cette action soit vraiment collective pour pouvoir faire bouger les choses. Et l'INSERM, l'Institut national de recherche et d'études médicales, a lancé un certain nombre de programmes spécifiques sur ce thème. Et donc, juste pour terminer, voilà, juste pour vous dire que la fondation de l'Académie de médecine, dont vous avez les références ici, vous pourrez aller voir un peu plus de détails, a intégré dans ces 6 thèmes majeurs la santé des femmes, et que nous allons lancer un certain nombre de débats sur le thème auxquels vous pourrez venir assister en regardant sur le site. Vous aurez toutes les informations. Et chaque mécène est intéressé de venir nous voir pour nous aider dans cette action. Merci de votre attention. Merci. Merci, c'est très intéressant, mais c'est un sujet éminemment complexe. Mais la question que l'on peut se poser, c'est quand on voit le diagramme que vous avez monté sur la concentration en certains ingrédients d'exposition chez les femmes supérieures par rapport aux hommes, quelle est la signification médicale de cette concentration? C'est tout le sens des études très compliquées. Et pour pouvoir faire bouger les lignes et faire bouger la réglementation, j'imagine qu'il faut s'appuyer sur des études scientifiques. Alors que fait-on en France pour essayer de chiffrer, de donner des bases solides au lien entre cette exposition et un certain nombre de maladies liées à l'exposition chez les femmes? Les études se font par ce qu'on appelle des études de cohorte en épidémiologie, c'est-à-dire qu'on fait appel à un certain nombre de femmes,
pour les études spécifiques pour les femmes, qui vont être suivies pendant une certaine période, sur lesquelles on fait des prélèvements, des analyses, et ça nous permet d'avoir ces données. Et là, on commence aujourd'hui, alors pas qu'en France, mais on commence à avoir un certain nombre de ces chiffres, et quand les chiffres apparaissent, alors les choses peuvent commencer à bouger, parce qu'on peut caractériser réellement le problème, et quand on parle des perturbateurs endocriniens, qui sont des multitudes de différents produits chimiques dont les expositions se trouvent à travers toute une série d'éléments dans notre vie de tous les jours, on sait qu'il y a un lien entre ces perturbateurs endocriniens, des troubles de la reproduction, des troubles de la grossesse, des problèmes de développement du QI chez l'enfant, des cancers hormonodépendants. Bon, les démonstrations sont faites chez l'animal. Ce sont ces études épidémiologiques aujourd'hui qui commencent à montrer le lien entre les expositions et la santé humaine. Donc vraiment, la santé de la femme au travail, c'est vraiment un problème RH et certaines entreprises ont démarré des programmes de sensibilisation des femmes. Je voudrais, merci pour toutes ces informations. Avant de donner la parole à la salle pour des questions, je voudrais juste citer un chiffre qui est intéressant. C'est que vous savez qu'en France, on est les champions de l'espérance de vie des femmes par rapport aux hommes, puisqu'il y a 6 ans, un écart de 6 ans sur l'espérance de vie des femmes par rapport aux hommes. Mais si on regarde l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans maladie, eh bien cet écart se réduit à moins d'1 an. Ce qui veut dire que les femmes vivent plus longtemps, mais elles sont en moins bonne santé que les hommes comparativement. Donc là, c'est toute l'importance de la prévention et de la sensibilisation pour anticiper toutes ces maladies et identifier les facteurs de risque. Donc, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions sur tous ces chiffres? On vous a donné une avalanche d'informations et j'espère que cela vous a éclairé. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question, je ne crois pas que vous l'ayez citée, mais je n'ai peut-être pas entendu. En fait, j'ai lu une tribune récemment dans le L sur le syndrome de Yentl. Et je ne connaissais pas, en fait. Donc, c'est le fait que les femmes sont moins prises au sérieux concernant leurs symptômes que les hommes. Et ça, notamment en raison de ce que vous avez dit, c'est-à-dire, en fait, il y a moins d'études, donc on reconnaît moins leurs symptômes. Et aussi le fait qu'il y a beaucoup de maladies qui étaient considérées comme masculines, donc on ne reconnaît pas forcément. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que vous observez ça dans vos services à l'hôpital par rapport au comportement des médecins? Est-ce qu'il y a des plans de sensibilisation, je ne sais pas, des formations ou des initiatives qui permettent de réformer ça, de réviser ça? Alors, moi, pour la cardio, en tout cas, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a encore, il y a 3 mois, il y avait une femme de 45 ans qui a été prise en charge 3 heures plus tard pour un infarctus parce que le système médical n'avait pas détecté que c'était un infarctus et pourtant elle déclarait la douleur, etc. Donc on sent bien que c'est actuel, c'est-à-dire qu'il y a encore un énorme effort. Alors, j'en fais partie, c'est surtout les anciens médecins qui sont... c'est un peu trop tard, mais les jeunes, normalement, on les sensibilise et les jeunes ne laissent pas passer. Mais les anciens médecins laissent passer. Et vous savez que la moyenne d'âge en cardiologie en France est élevée, elle est de 60 ans. C'est-à-dire qu'on a plus de vieux médecins que de jeunes. Mais on espère quand même, on le sensibilise au niveau des études médicales et on espère que ça disparaisse. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment très heureuse de vous entendre parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on fait de la prévention, mais qu'il y a quand même encore des écarts. Parce que vous avez parlé, docteur, des femmes qui cachent, je dirais, en quelque sorte, leur grossesse. Moi, je fus cadre de santé, je suis sénatrice, et je fus cadre de santé. J'ai vu effectivement des personnes dans les laboratoires d'anapath utiliser du formol, utiliser des produits chimiques, sans déclarer précocement leur grossesse. Alors, il y a ce problème-là, mais il y a aussi la question de la santé mentale, parce que pour le Sénat, récemment, en 2021, j'ai rendu un rapport une mission d'information avec un de mes collègues, Jean Sol, sur la santé mentale. Et on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de femmes pendant la pandémie qui ont été mises en difficulté pour tous les éléments que vous avez dit, mais c'est un vrai sujet. Et je pense que la prévention dans les entreprises, avec les NRS, avec toutes les personnes ressources qu'il y a,
Il est nécessaire de faire davantage, mais il y a une véritable pression sur les femmes en ce moment. Donc, il y a un rapport du Sénat qui est en cours, justement sur la santé des femmes, et je crois que c'est un vrai sujet. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que vous avez dit. Merci, madame. Merci. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire pour changer les mentalités, former les médecins, former le public et sensibiliser les entreprises. Merci. Je vais clore cette table ronde et je vous remercie, professeur Gillard, professeur Lévy. Je vous remercie à vous pour votre écoute, d'être restés si nombreux tard dans cette soirée. Merci. 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 Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.